Bonjour à tous, Claire Lemouzy, je suis membre de l'association Imagine Rurale, une association nationale, mais qui regroupe des associations départementales réparties un petit peu sur tout le territoire et notamment bien présentes en Occitanie, puisqu'on a une antenne d'Angers, dont je suis la directrice, une antenne dans le Lot, dans l'Aveyron et dans l'Hérault. Voilà. Et on a pour vocation de travailler avec les agriculteurs à la protection, la préservation et la valorisation de l'environnement. Donc on fait la médiation en fait entre l'environnement et l'agriculture. Et je vais vous présenter un dispositif particulier qui a été initié il y a quelques années, qui est encore nouveau, qui est le contrat de prestation pour services environnementaux, et qui constitue une solution pour travailler à la fois sur les démarches RSE et la compensation écologique. Notamment, ici on est sur un salon assez pro, donc on a plein d'entreprises qui recherchent à faire le lien avec l'environnement qui est autour et pourquoi pas avec les agriculteurs qui est autour. C'est un petit peu la proposition qui est faite ici. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Donc, agriculture et environnement, c'est vrai que l'agriculture, elle est quand même bien montrée du doigt comme une des principales responsables de la diminution de la biodiversité. Et c'est vrai que l'agriculture française, notamment, comme les autres, les autres pays, on n'a pas l'exclusivité. Il faut reconnaître un impact fort du fait de son emprise sur le territoire, déjà, et de ses activités. Toutefois, on l'oublie souvent, l'agriculture participe aussi à la préservation de la nature en entretenant les paysages, tous nos paysages, qui font l'attractivité du territoire, et en gérant les écosystèmes ruraux. On parle de milieux naturels en France, des vrais milieux naturels, il n'y en a plus beaucoup. Quand on réfléchit bien, la plupart des milieux naturels auxquels on réfléchit, même les estives de haute montagne, sont gérés par de l'élevage, par des agriculteurs. Donc, en dehors des espaces forestiers et des espaces proprement urbains, c'est vrai qu'on a quand même une grosse partie du territoire, 60% pratiquement, qui est destiné à l'activité agricole et donc qui est géré par les agriculteurs. Et parmi ces 60% du territoire, il y a bon nombre de milieux semi-naturels, on dira, d'espèces, faune, flore, qui habitent et qui ont été entretenues pendant des millénaires aussi par cette agriculture. Cette forte emprise des agriculteurs fait d'eux les principaux gestionnaires de ces territoires et de ces milieux naturels. Et parmi eux, malgré tout ce qu'on dit et tout ce que disent des fois les agriculteurs eux-mêmes et leurs détracteurs, nombreux sont ceux parmi les agriculteurs qui s'emparent du sujet de l'environnement, de la protection de l'environnement, et qui souhaitent adopter des pratiques liées à leur adapter plutôt leurs pratiques pour préserver cet environnement. Et je suis retournée en arrière. Voilà. En effet, alors là c'est juste un ordre d'idée, si on continue sur les chiffres. L'agriculture en France, c'est quand même 13 millions d'hectares de prairies permanentes, donc de prairies qui sont toujours là, notamment dans les zones de montagne, mais pas que, disséminées à travers tout le territoire, et qui jouent des rôles très importants pour tout ce qui est captation de carbone, préservation de la qualité des sols et préservation de la biodiversité, en plus de fournir évidemment notre alimentation. C'est 2 millions d'hectares de bosquets, de haies et d'alignements d'arbres, et 3,4 millions d'hectares de couverts interculture, par exemple. Donc de milieux semi-naturels. Alors, le contrat de prestation de services environnemental, pardon, là j'ai appuyé trop vite.
Les services environnementaux sont inscrits dans la loi biodiversité de 2016. Pardon, excusez-moi, je joue avec les manettes. Je vais déposer entre-temps. Donc, les contrats de services environnementaux, non, les services... Je pense ouais, ça se fait tout seul, pardon. Je suis désolée. Il devait y avoir une animation, effectivement, que j'ai oublié d'enlever. Donc, le contrat de service environnemental, les services environnementaux donc, sont inscrits dans la loi biodiversité de 2016. Je vais y arriver. Et ils sont définis comme les services rendus par les agriculteurs, justement, pour les actions d'entretien ou de restauration de l'environnement et de la biodiversité. Le contrat de prestation pour service environnemental, lui, peut permettre de rémunérer un agriculteur pour la mise en place de mesures en faveur de l'environnement dans un objectif précis, comme la restauration d'un habitat, d'un écosystème, la protection de la ressource en eau, etc. Excusez-moi, c'est un peu pénible. Je suis désolée. Il peut être... voilà, ce contrat de prestation, c'est un vrai contrat de prestation de droit privé qui s'accompagne d'un cahier des charges avec des mesures bien précises qui engagent l'agriculteur dans la durée. Et il est régi par le droit commercial français, donc c'est un contrat de droit privé. On connaît déjà tout ce qui est mesures, depuis les années 90, ont été mises en place les mesures agri-environnementales et climatiques qui engagent les agriculteurs à mettre en place différentes mesures en faveur de l'environnement, mais qui sont dans le cadre de mesures gérées par l'État, avec des cahiers des charges décidés au niveau de l'Europe, et qui ne sont pas... Il y a un catalogue de mesures qui sont décidées au niveau français, discutées avec l'Europe, et mises en œuvre sur certains territoires pour répondre à certains enjeux. Mais c'est dans un cadre très strict et du coup, localement, on ne peut pas répondre forcément aux enjeux locaux parce que ces cahiers des charges ne sont pas adaptés et à l'agriculture locale et à la problématique qu'on rencontre localement. Donc là, l'intérêt de cette démarche, si j'arrive à revenir en arrière, c'est de mettre en place des mesures décidées au cas par cas avec les agriculteurs. Alors, ça peut être dans le cadre de la RSE, des entreprises, une entreprise qui souhaite mettre en place des mesures en faveur de l'environnement, qui n'a pas forcément le terrain, par exemple, une grosse entreprise qui n'a pas forcément le terrain pour mettre en place des mesures en faveur de la biodiversité, mais qui souhaite s'en mettre en place par ailleurs. Pourquoi pas faire appel à des agriculteurs localement pour mettre en place des mesures qui servent à protéger l'eau dans son secteur, à protéger les pollinisateurs, etc. Ça peut être dans le cadre de la compensation écologique. Ça, c'est pour les aménageurs des territoires. Alors là, c'est des aménageurs publics ou privés pour mettre en place des mesures de compensation écologique. Dans ce cadre-là, faire appel à un agriculteur pour mettre en place des mesures de compensation, c'est une alternative à l'acquisition foncière qui se fait bien souvent dans ces cas-là, dans le cadre des aménagements et de la loi ERC, la doctrine éviter, réduire, compenser. Les aménageurs doivent mettre en des mesures compensatoires, souvent sur des territoires qui sont le double, voire le triple du territoire impacté de départ. Ce qui fait que dans certaines régions, je sais que dans le secteur de Montpellier, par exemple, quand on fait un aménagement, on fait une nouvelle zone d'activité, on impacte par exemple quelques hectares, une dizaine d'hectares. Dessus, on impacte au niveau écologique certaines espèces et on demande, la loi, c'est de
compenser, de mettre en place des mesures de compensation écologique sur le double, voire le triple de cette surface. Au final, on n'arrive plus à trouver assez de surface pour faire la compensation. Donc, au lieu d'acheter, ce qu'on propose, c'est de travailler avec les agriculteurs localement pour qu'ils mettent en place des mesures de compensation écologique chez eux. Donc, qui replantent des arbres, qui recréent des milieux, etc., sur leur exploitation avec des contrats. Parce que la contractualisation est permise dans le cadre de la doctrine éviter, réduire, compenser. Alors, excusez-moi. Mon diaporama est vraiment pénible. Voilà. Et enfin, ça peut intéresser les collectivités qui souhaitent préserver leur paysage. Ah, voilà, pour le coup. Qui souhaitent préserver aussi la trame verte et bleue. Donc là, qui souhaitent mettre en place des actions en faveur de la biodiversité à proximité de leur lieu de vie, du milieu urbain ou sur les terres agricoles qui les entourent. On a ainsi une ville du côté de Montpellier, la ville de Paupian, qui a décidé de mettre en œuvre avec les agriculteurs tout un tas de mesures pour améliorer l'environnement. Elle a travaillé, les habitants, les agriculteurs, ils ont mis en place des mesures et là, ils sont en recherche justement de financement, pourquoi pas dans le cadre de la RSE, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures à la fois d'amélioration, d'aménagement pour accueillir plus de biodiversité des exploitations agricoles, diminuer aussi les phytosanitaires, adopter des pratiques alternatives, s'équiper de matériel qui leur permet de faire par exemple du désherbage mécanique à la place du désherbage chimique et limiter, voire éliminer les désherbants chimiques. Voilà, c'est quelques exemples. Bon, je crois que ça ne marche plus du tout. Oui, qu'est-ce que j'avais là-dessus? Les autres avantages. Donc, ce type de contrat permet de soutenir les initiatives des agriculteurs, de développer des projets locaux, de soutenir des territoires, peut permettre une rémunération juste des agriculteurs pour leur travail d'entretien de l'espace naturel et limiter certains risques. Maintenant, je voulais vous parler de la démarche Épiter. C'est une société que l'on a créée avec la FNSEA, Imagine Rural et la FNSEA, pour justement déployer les contrats de prestation pour services environnementaux et proposer aux entreprises, aux collectivités qui veulent mettre en place de tels projets de recruter les agriculteurs et de travailler ces cahiers des charges avec nos équipes d'écologues, géographes, agronomes, de leur proposer ad hoc les contrats et de les mettre en œuvre avec les agriculteurs localement. Voilà, donc ça propose un petit peu l'accompagnement Épiter. C'est des services environnementaux rendus par des agriculteurs, une équipe nationale d'experts et un réseau territorial, des clients qui sont engagés dans une démarche environnementale et des agriculteurs investis pour la biodiversité. Quelques projets majeurs en cours. Là, je vais essayer de suivre le diaporama pour le coup, parce que ça, c'est une image. Donc là, c'était un des premiers projets qui était assez petit, puisque là, on n'avait engagé que 3 exploitations dans la plantation de haies champêtres dans la Marne. Mais bon, dans la Marne, c'est morte pleine, donc quelques haies champêtres, c'est intéressant. Je reviens sur le précédent. S'il veut revenir, voilà, un projet dans le Lot plus près d'ici. Donc la société Kering, qui fait du cuir de luxe, a financé un projet avec des éleveurs ovins pour la remise en culture d'une vieille
vieille culture, c'est le sainfoin, qui est très appétant pour les abeilles, qui n'est qu'un rendement très faible, mais qui est intéressant pour les ovins. Et donc, essayer d'allier à la fois biodiversité, élevage, pérennisation d'une race de brebis typique du territoire et améliorer aussi les terres, puisque c'est une légumineuse qui améliore un petit peu la qualité des terres. Sur le département du Cher, avec la société Énergitaire, dans le cadre de la compensation d'un dossier éolien, excusez-moi, là, je reviens en arrière. Voilà, là on a planté des haies, créé des mares, géré des prairies humides pour préserver des espèces protégées qui étaient des oiseaux et des amphibiens, le sonneur à ventre jaune. Et là, c'est 13 agriculteurs qui se sont engagés dans les contrats. En Haute-Saône, c'est de la plantation de haies avec la société Urba Solar. Dans le Puy-de-Dôme, c'était pareil, des mesures compensatoires pour des espèces protégées avec la société Storengy. Dans l'Hérault, donc là, c'était du pâturage ovin caprin. De nouveau, la société Kering dans le Gers pour travailler sur le bien-être animal de troupeaux ovins. Avec la société Ecomiam dans Bretagne pour créer un oasis de biodiversité. C'est-à-dire, je vais peut-être m'arrêter sur ce... Si j'arrive... Excusez-moi. Je n'arrive pas à revenir en arrière. Voilà, la société Ecomiam. Excusez-moi, c'est laborieux. Elle va arriver, je pense. Donc, la société Ecomiam en Bretagne nous a demandé de créer dans une exploitation agricole un oasis de biodiversité au milieu d'un grand champ de culture. Il y avait un ensemble une belle parcelle sur laquelle on a implanté prairies, boisements de différentes catégories, différentes strates, des aménagements pour la faune et qui nous a permis de créer cet oasis de biodiversité au milieu d'un champ de grande culture. Voilà, vous avez vu passer Ferrero et autres entreprises. Voilà, c'était un petit peu un panorama pas super mis en page à cause de ce diaporama. Je suis désolée. Mais voilà, pour résumer, on propose à travers ces contrats un projet environnemental construit, alors on dit clé en main, mais je dirais plutôt à la carte avec les entreprises qui le souhaitent, avec les collectivités, avec les agriculteurs volontaires, évidemment, et ce qui permet de construire des beaux projets adaptés et de proposer une alternative aussi, des fois, à la plantation d'arbres lointains, dans des pays lointains où on ne sait pas trop ce que deviennent les arbres après coup. Tandis que là, on assure aussi, il y a le suivi des agriculteurs dans le temps et l'accompagnement. Voilà, je suis désolée par le côté haché du diaporama. J'espère que vous serez indulgents sur ce côté-là. Et j'attends vos questions. Peut-être. Oui. On a vu que là, on était dans un contrat, enfin, qu'on était dans un contrat de droit privé qui pouvait s'inscrire entre un agriculteur et une collectivité ou une entreprise. On a des projets qui sont à la fois globaux et des projets parcellaires, finalement. Est-ce que, d'un point de vue financier, pour l'agriculteur, il y a accumulation possible entre ces contrats et les MAEC ? Alors, on n'a jamais eu le cas. On est toujours tombé sur des territoires, mais ce n'est pas forcément l'esprit de la mesure.
Si c'est le cas, je pense que ce sera sur la teneur des cahiers des charges devrait être très différente. Hein. On n'a pas forcément, pourquoi pas, aider à planter une haie via épithète sur une parcelle qui, d'autre part, est gérée au niveau cultural via une MAEC. Après, tous les deux sont peut-être pas incompatibles, à condition que ce ne soit pas le même cahier des charges, bien entendu. Voilà. Sinon, à la rigueur, ce n'est pas la peine d'aller chercher des fonds privés s'il y a déjà une mesure publique ou vice-versa. Voilà. La question se pose des fois quand ça va se poser quand on a été approché par la métropole de Lyon sur un bassin versant où ils ont des problèmes d'alimentation en eau. Donc de travailler, d'essayer de monter un projet pour travailler avec les agriculteurs à la protection de l'eau, donc à l'amélioration des pratiques, etc. Et il existe des mesures environnementales sur l'eau aussi. Donc là, dans ce cas-là, il sera peut-être étudié, c'est l'un ou l'autre. Donc voir quel est le plus intéressant, finalement, le plus adapté localement et le plus durable entre les deux dispositifs. Voilà. Vous nous avez parlé d'une liste de solutions fondées sur la nature. Est-ce qu'il y a une liste en fait de ces mesures possibles ou est-ce que c'est ouvert? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Je dirais que c'est ouvert. Hein. Enfin, c'est ouvert à l'imagination. C'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas le carcan des mesures agri-environnementales. Je dis ça parce que je mets en place des mesures environnementales depuis 30 ans. Donc, j'en connais un rayon. Mais là, justement, on peut être beaucoup plus imaginatif. Et au cas par cas, aux besoins, en fonction des besoins, selon la nature du sol, enfin, en fonction du problème à régler, on peut imaginer des mesures qui n'existent pas par ailleurs. Voilà. Donc, pour l'instant, on peut lister les mesures qu'on a déjà mises en place à travers les différents projets, mais c'est ouvert. Alors, du coup, comme tout est ouvert, j'imagine que la rémunération pour l'agriculteur dépend des services rendus et donc qui décide, qui fait quoi par rapport à celui qui veut compenser je ne sais quoi, par rapport aux agriculteurs qui veulent, qui veulent eux, donc mettre ces dispositifs en place, et puis le consortium qui les met en place, comment ça se règle? Alors, on est dans un contrat de prestation de droit privé, donc on va déjà regarder combien ça coûte à l'agriculteur de mettre en place la mesure. Élaborer en fonction si c'est de l'entretien, donc combien ça coûte. Hein. Il y a des tarifs qui existent, hein, des barèmes d'heures de travail, de faucheuse, de broyeuse, etc. Donc ça, on peut le chiffrer combien ça coûte à l'agriculteur d'intervenir. On peut chiffrer des fois un certain service rendu, pas toujours évident, hein, parce que là, en la matière, du coup, c'est pas toujours... c'est des choses encore en réflexion. Donc, on a certains barèmes, ça existe pour le carbone. Mais là, on est loin du marché du carbone. Sur la biodiversité, on n'a pas les mêmes barèmes. On sait qu'un arbre, par exemple, maintenir un vieil arbre, etc., ça fait une équivalence carbone, etc. Mais c'est assez compliqué pour l'instant. On évite et on fait plutôt en fonction du coût de l'agriculteur, de ce que ça va lui coûter. Et comme c'est de la prestation, il y a un petit plus. Évidemment, il y a un petit bénéfice pour l'agriculteur en plus de ce que ça lui coûte de façon nette. On préfère se baser là-dessus pour l'instant que sur l'évaluation d'un éventuel service rendu qui peut porter à caution. Derrière, on a une certification de notre démarche, donc y compris la démarche de décomposition du coût. Voilà. À ce jour, vous pouvez nous dire combien de contrats ont été conclus en France, hein,
et quelle est la part de contrats prestation one-shot, c'est-à-dire implantation d'une prairie, et la part de contrats qui demandent justement de la récurrence avec de l'entretien régulier, parce que j'imagine que vous avez certainement des contrats de type vente-achat, finalement, et des contrats prestation de services pluriannuels. Alors, le nombre de contrats, on doit être à je dirais, une cinquantaine. Ils sont tous au moins sur 3 ans. Les plus petits contrats sont sur 3 ans. C'est des jachères mellifères, des choses comme ça, des bandes de jachères mellifères qui sont sur 3 ans. Les plantations de haies, on demande aux agriculteurs de les entretenir derrière. Donc, l'entreprise, elle, ne finance des fois que les 3 premières années d'installation de la haie. Mais derrière, dans le prix, on a prévu de rémunérer les agriculteurs plus longtemps pour surveiller la reprise des plants et les entretenir les premières années tant qu'il y a besoin au moins de surveillance, de regarnissage, etc. Voilà, donc pour l'instant, on part plutôt sur des contrats pluriannuels, plutôt au minimum 3 ans, hein, et puis ensuite, ça peut, dans la compensation écologique, là c'est réglementaire, c'est 30 ans, donc là on peut partir sur des contrats de 30 ans. Sachant que c'est pour ça qu'on a la société Hypidaire derrière, on a des juristes et on assure à l'entreprise qui fait appel à nous de lui retrouver un agriculteur si au cours des 30 ans, parce que 30 ans c'est très long pour une exploitation agricole, donc fatalement il va y avoir une transmission d'exploitation. Donc de refaire un contrat avec le nouvel agriculteur au cours des 30 ans. Voilà. Moi, ma question concernait plus cette compensation écologique. Il y a quand même pas mal de scientifiques qui expliquent qu'en fait, on ne peut pas compenser que ce soit du carbone ou des problématiques de biodiversité. Donc, je n'avais pas compris que le projet s'articulait comme ça. Je trouve intéressant de trouver des revenus ou des moyens de restimuler la biodiversité par les différents acteurs des territoires, les entreprises, etc. Par contre, je n'avais pas compris qu'il y avait cette notion de compensation qui au final n'en est pas une, quoi, si on écoute une majorité de scientifiques, quoi. Donc comment vous, enfin, c'est quoi de... J'ai du mal à comprendre quel est vraiment l'enjeu derrière, si c'est de remettre les agriculteurs en lien avec les autres acteurs, ou si c'est leur apporter d'autres revenus pour pérenniser leur activité primaire, qui malheureusement les rémunère pas suffisamment aujourd'hui. Alors la compensation, effectivement, les scientifiques, alors il y a des différentes voies. Là, on répond un petit peu, on est dans le cadre de la doctrine nationale. Éviter, réduire, compenser. Il y a une règle, quand il y a un aménagement et qu'on détruit un milieu, il faut compenser. Et qu'on ne peut pas faire autrement, hein, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas réduire, il faut compenser. Donc, mise en place de compensation, de mesures de compensation environnementale. On détruit une zone humide, par exemple, il faut en recréer une. C'est la loi. Voilà. Voire en recréer une qui est plus importante et qui fonctionne mieux. Donc là, bon, c'est la loi. Pour l'instant, ce qui se passe beaucoup, c'est que quand ça se fait, déjà, on prend une zone agricole pour l'aménagement. Et en plus, derrière, l'aménageur, pour l'instant, souvent, va acheter du terrain pour mettre en place la compensation écologique. Donc, au niveau agricole, ce que les agriculteurs appellent la triple peine, c'est qu'il y a la surface une fois enlevée pour l'aménagement et 2 fois supplémentaire parce qu'il y a un coefficient multiplicateur pour la compensation écologique. Du coup, c'est 3 fois la surface qui sort du niveau agricole. Voilà. Donc, du coup, là, c'est une alternative, hein, de proposer que ces mesures compensatoires soient mises en place chez les agriculteurs. Voilà. Mais on est dans le cadre de la loi. Alors, est-ce que ces mesures compensatoires, au total, on sait bien que la zone humide, on ne va pas restaurer et recréer une zone humide identique à la première. Dans certains cas, on arrive à faire des choses qui sont mieux, oui. Mais dans d'autres cas, quelque chose qui est très ancien, très vieux, si j'ai des très vieux arbres, par exemple un gros bocage, une vieille forêt, etc., c'est détruit, on a beau replanter tout ce qu'on veut en surface, en quantité, on ne va pas retrouver l'équivalent en termes de service environnemental
en espace. Alors, la compensation écologique, la loi, c'est 30 ans. Même en 30 ans, voilà, on n'est pas sûr de retrouver, quand on retourne une vieille prairie qui a plusieurs centaines d'années, bon, ou un vieil arbre qui en a plusieurs centaines, voilà, on ne va pas retrouver. Bon. Mais c'est la loi, c'est comme ça, c'est déjà mieux que rien. Et là, donc, voilà, les agriculteurs se sont emparés de ça et on propose à ce moment-là des contrats avec des agriculteurs plutôt que de faire de la gestion conservatoire, de recréer ces espaces en dehors de l'exploitation agricole. Voilà. Après, il n'y a pas que ces contrats-là, il peut y avoir d'autres choses. Il peut y avoir aussi proposer de préserver des vieilles haies, des vieux arbres, des vieilles prairies, et faire des contrats avec les agriculteurs de façon plus volontaire pour qu'ils préservent et gèrent comme il faut ces éléments-là. Ce ne sera pas dans le cadre de la compensation, mais pourquoi pas de la RSE, au lieu de mettre en place toujours des choses nouvelles. Au-delà de l'aspect biodiversité, est-ce que vous pouvez faire des études et proposer des mesures par rapport à la qualité agronomique du sol, proprement dit? Oui, on le fait dans les... ça n'a pas été présenté là, mais on est en train de travailler pour des parcs photovoltaïques dans le nord de la France, dans les Ardennes et dans la région Grand Est, où on a des terres très très pauvres, en fait. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de faire de la restauration aussi agronomique des sols, à l'aide des agriculteurs, et d'implanter dessus soit une culture, soit de l'élevage, mais d'essayer d'améliorer la qualité des sols par les pratiques qu'on va mettre dessus. Et du coup, le contrat Épiter est là pour, parce que c'est quand même expérimental, donc finalement pour financer la prise de risque de l'agriculteur, qui va essayer peut-être des nouvelles cultures pour améliorer le sol, des nouvelles pratiques. Et donc voilà, on a le contrat Épiter qui, dans ce cas-là, est à l'étude. On est en train d'élaborer les cahiers des charges. Et on a commencé, on fait aussi l'état initial, analyse agronomique du sol, études biblio, etc., pour voir qu'est-ce qu'on pourra implanter, établissement de l'itinéraire technique culturel pour pouvoir faire des suivis ensuite. Voilà. Donc oui, puisque dans nos équipes, on a des écologues, mais on a aussi des agronomes. Donc ça peut être l'occasion d'allier les deux. Parce qu'en plus, sur ce genre de dossier, il y a des fois à la fois de la compensation écologique et aussi de l'amélioration agronomique qui est recherchée. Bon, c'est bien, on n'est pas nombreux, mais il y a plein de questions. Et donc, dans le meilleur des cas, et à quel horizon vous pensez avoir, je ne sais pas, renaturé ce qu'il faut sur la France, ou je ne sais pas. C'est quoi l'horizon que vous vous donnez, les objectifs, ou je ne sais pas? On en est encore... on sait pas... Enfin, on essaye de se déployer sur toute la France, mais pour l'instant, on en est à la prise de contact, à faire connaître le dispositif qui est très peu connu, donc à participer, à faire de la communication, à démarcher les entreprises, etc. Donc c'est encore... voilà, donc les objectifs... à mon avis, c'est envisageable à développer envisageable sur tout le territoire, mais y aurait-il assez de financement pour tout le territoire? Mais avec toutes les entreprises, oui, si toutes les entreprises françaises veulent s'impliquer, on peut arriver à améliorer les choses un petit peu partout, avec l'aide des collectivités aussi, hein, parce que ça peut être justement des vrais projets territoriaux qui sont menés en concertation localement. On a, voilà,
on a le cas d'une commune, donc je vous le disais tout à l'heure, sur l'Hérault, où on a fait des ateliers de concertation entre les agriculteurs et les habitants et construit des propositions de mesures pour améliorer l'environnement dans les exploitations, le paysage et que ça bénéficie à toute la population. Bon, en plus, c'est des vignes, donc évidemment, il y a le problème des phytos, etc. Donc, toute amélioration peut bénéficier à tout le monde qui respire le même air et boit la même eau. Mais il y a du travail. Deux petites questions. Géographiquement, du coup, vous pouvez intervenir où aujourd'hui? Et la deuxième, dans le cas où, moi, je peux avoir des cas où on n'a pas d'études d'impact sur les projets, mais nous, on a une doctrine de mettre en place des actions, même si on n'a pas de compensation à faire. À ce moment-là, vous pouvez faire les études un peu similaires aux études d'impact, des états initiaux de biodive ou d'état du sol pour déterminer les mesures. Oui, tout à fait. On peut mettre en place ces contrats alors, dans toute la France parce qu'on s'appuie sur le réseau FNSEA et en fait, il y a une FDSEA dans chaque département, donc des animateurs agricoles qui peuvent nous aider à mobiliser les agriculteurs. Donc ça, c'est bien parce qu'il y en a un par département, donc on est à même de monter des choses dans chaque département. Après, l'équipe technique, c'est Imagine Rural, mais bon, on est mobile. Et ensuite, oui, on peut faire des états initiaux et mettre en place des protocoles de suivi et faire des suivis écologiques après, que ce soit dans le cadre de la mesure compensatoire ou autre. Voilà, c'est écologique et agronomique, le cas échéant. Voilà. Et une petite question, parce que c'est pas clair dans mon esprit. Je sais pas, je suis une entreprise, j'ai des tonnes de carbone ou autre chose à compenser. Donc là, il y a quelque part la loi publique qui s'applique à mon entreprise et qui me dit qu'il faut que je compense à hauteur de, je ne sais pas combien, une somme ou une quantité de carbone, une quantité de biodiversité. Et comment se fait ce lien entre l'obligation légale et votre structure Alors, ça existe au niveau du carbone, effectivement. C'est le marché du carbone. Donc, une entreprise, par la loi, doit compenser carbone. Et là, il y a un marché, une façon d'évaluer le carbone. Et ça, c'est un marché qui est déjà monétisé, on va dire, et traduit en tonnes de carbone. Donc là, on ne se positionne pas avec Épiter sur ce marché-là. On travaille en lien, parce qu'effectivement, les entreprises qu'on rencontre, des fois, veulent travailler sur les deux tableaux, compenser carbone et travailler sur la biodiversité. Mais nous, effectivement, on va être plus sur la biodiversité. Donc, pour l'instant, dans la loi, il n'y a pas d'obligation de compenser la biodiversité, sauf en cas d'aménagement et de destruction d'habitat ou d'espèces. Donc, pour l'instant, ça relève, c'est là qu'on parle de RSE, parce que ça relève d'une démarche volontaire de la part des entreprises de travailler sur la biodiversité, mais elle peut travailler plus sur les dépenses d'énergie, sur les économies diverses et variées, sur d'autres thématiques environnementales, sur l'eau, etc., et pas forcément sur la biodiversité. Voilà, donc là, c'est pas réglementé aujourd'hui, à part la compensation écologique, quand on détruit. Voilà, et il n'y a pas d'évaluation. Comme maintenant, on chiffre une tonne de carbone, et il y a eu des méthodes d'évaluation du stockage du carbone par les sols, etc. Donc, il y a des diagnostics qui sont faits dans les exploitations agricoles. On peut estimer qu'une exploitation agricole qui a tant de prairies, qui a telle pratique, etc.,
permet de stocker X tonnes de carbone. Et ça, c'est monétarisé à travers des associations. Il y a un label, il y a l'ADEME derrière qui a labellisé les différentes démarches. Donc la plantation de haies aussi peut donner lieu à un équivalent carbone. Voilà. Nous, on est plus sur la plantation de haies à vocation écologique, on va dire. Ou lutte contre l'érosion ou l'eau, mais voilà, c'est pas... Donc par contre, il peut être mis des protocoles localement. On peut imaginer qu'on met en place des dispositifs pour lutter contre l'érosion. Et là, localement, on peut mettre en place des dispositifs pour mesurer les impacts, mais ça ne sera pas en termes d'euros. Et donc, pour que ça soit bien clair, je suis une entreprise qui veut faire de la RSE et je vais dire, moi, ce qui me botte, c'est la lutte contre l'érosion et donc je vais financer ça. On est dans ce cadre-là, quoi. D'accord. Merci bien. Ça peut être ça. On avait été approché par Coca-Cola dans le nord de la France, en Normandie, qui voulait faire des actions en faveur de l'eau et améliorer la rétention d'eau dans les sols. On avait commencé à travailler et puis finalement, ils étaient partis sur d'autres projets internationaux. Mais voilà, c'était eux, ce qui les branchait, c'était l'eau. Parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau. Moi, il y avait un petit rapport.